Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et Lisa Pradey. Aujourd'hui, on va parler des différentes étapes dans l'écriture d'un roman. La première étape va être de préparer le terrain à votre roman. Donc pour commencer, vous allez faire le synopsis. Donc moi par exemple, quand pour écrire mon premier roman, j'ai fait un synopsis qui a fait genre 10 pages. Alors moi c'était différent. Pour mon premier roman, j'avais fait un synopsis qui faisait un paragraphe et après je décline ce synopsis en faisant tous les résumés de tous mes chapitres et généralement ça prend 2-3 pages. Donc autant vous dire, quand j'ai fait un résumé de 10 pages, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème et finalement pour l'instant tout va bien. Ensuite, une fois que vous avez fait le synopsis, il va falloir faire le résumé par chapitre. Donc ça aussi, je suis passée par cette étape. Je me suis retrouvée avec juste 43 chapitres, qui est, je pense, un peu beaucoup. Si on compare à toi, qui avait des résumés de une vingtaine de chapitres. Mais je pense pas après que le nombre de chapitres ait une grande importance. Comme je te l'ai dit, ça dépend aussi de la longueur du chapitre. C'est que 40 chapitres qui font 2 pages, c'est pas la même chose que 40 chapitres qui font 10, 15 ou 20 pages. C'est ça. Moi je me suis rendu compte que j'avais des chapitres très courts et que finalement, à la moitié de mes chapitres, j'avais à peu près 40 000 mots. Donc finalement ça ressemble à un bon roman. Enfin, je pense que ça va ressembler à un bon roman, mais c'est une longueur tout à fait dans les clous, on va dire. Donc même si vous avez beaucoup de chapitres ou très peu de chapitres, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'ajuster ça durant l'écriture. Mais avant de passer à l'écriture, vous allez devoir d'abord définir votre univers et les personnages qui vont le composer. C'est un peu le plus important. C'est un peu le plus important, c'est ce qui va faire que les lecteurs vont accrocher ou pas. Donc ça va être important de définir avant de commencer l'histoire, mais vous n'allez pas tout définir parce que ça va bouger. Vos personnages vont vous surprendre. Que vous le vouliez ou non. Ça c'est sûr. Ensuite, donc ça c'est la première étape, c'est la préparation du terrain. Ensuite, il va y avoir donc le cœur du sujet, l'écriture du premier jet. Et j'ai envie de dire que c'est le plus compliqué, ça va être de commencer ce premier jet. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à écrire, mais en fait qui n'arrivent pas à commencer. Et une fois que vous avez préparé le terrain, vous allez voir que le commencement va être beaucoup plus facile. Et une fois que vous avez vraiment commencé, ça va y aller tout seul, normalement. C'est là que la synopsis, la préparation des chapitres va être importante parce que tout au long de l'écriture de votre premier jet, quand vous aurez un peu des creux ou vous ne saurez pas trop quoi faire, quoi dire, vous retournez sur votre synopsis, vous retournez sur vos chapitres et du coup vous savez exactement ce qui va se passer. Je tiens à préciser que ça marche beaucoup pour les écrivains de type architecte, on fera une vidéo pour en reparler mieux. Mais il y a des écrivains donc, qui préparent vraiment tout chapitre par chapitre, même tous les détails, ils les préparent à l'avance. Mais peut-être que vous êtes un écrivain jardinier où vous avez juste une phrase et vous démarrez. Il y a des écrivains qui sont comme ça, après chacun a sa façon d'écrire. Mais du coup le jardinier quand il est bloqué, il n'a rien pour l'aider, donc voilà, ça dépendra. Vous verrez au fur de l'écriture quel type d'écrivain vous êtes, ça je ne sais pas à l'avance. Mais je crois que qu'on soit jardinier ou architecte, c'est très important d'avoir quand même une ligne droite pour se raccrocher à l'histoire. En fait, si vous n'avez pas cette ligne droite, le lecteur aussi sera perdu. Donc voilà, c'est très important, la ligne droite c'est l'intrigue et on en reparlera aussi plus tard. C'est ça, on vous fera de toute façon des vidéos pour détailler chaque étape dont on est en train de vous parler. Et si vous voulez en savoir plus sur les écrivains jardiniers ou architectes ou le mix des deux, et bien on vous fera une vidéo là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, une fois que vous avez fini d'écrire votre premier jet, vous avez écrit le mot fin. C'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement en fait, parce que déjà vous pouvez aller fêter ça. Et vous allez pouvoir aller laisser poser votre roman, votre premier jet, vous laissez poser comme une pâte à gâteau, vous l'oubliez. Pour mieux revenir dessus plus tard. Alors vous l'oubliez, combien de temps ça dépend? À peu près 3 mois. À peu près 3 mois, ça peut paraître long.
Il y en a qui font moins. Plus, j'ai jamais entendu. Plus de 3 mois. Après, Plus de 3 mois, vous êtes vraiment endormi, vous êtes passé à autre chose. ça avait déjà un autre projet. En fait, le but, c'est d'oublier son histoire pour que quand on la relit, on ait vraiment un regard extérieur dessus. Voilà, comme si vous seriez finalement le premier lecteur de votre premier jet, mais que vous découvrez l'histoire. Donc, il y en a qui laissent poser qu'une semaine. Il y en a que c'est 1 mois. Et je pense que 3 mois, c'est le maximum. Après... Donc moi j'ai un peu tout fait, j'ai fait 1 semaine, j'ai fait 2 mois, j'ai fait 2 mois, 3 mois, j'ai dû faire 4-5 mois. Après plus, ça dépend aussi de votre rythme, si vous avez le temps de vous mettre à la relecture, si vous avez envie, voilà. Mais le minimum c'est quand même au moins je pense 1 mois. Le ouais, minimum. je pense que pour vraiment oublier son script, je pense que c'est vraiment 1 mois le minimum. Moi, je sais que j'ai planifié d'oublier mon roman pendant 2 mois. Après, on verra si j'ai planifié d'oublier. Oui, j'ai planifié d'oublier mon roman. Oui, je planifie mes oublis. Voilà, comme ça au moins, je le sais. Donc voilà, mais je l'ai planifié sur mon plan marketing, dont je vous reparlerai dans une playlist spéciale les écrivains entrepreneurs. Ensuite, donc vous l'avez laissé poser, vous revenez dessus et bah du coup vous allez le relire et là vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses qui peuvent être mieux dites. Donc vous allez finalement réécrire un peu votre roman ou au moins noter tout ce qu'il y a à corriger pour réécrire ce qu'il y a à réécrire, enlever les passages. Toi, comment ça se passait Alors moi je faisais 3 relectures. La première relecture, je faisais pas grand chose en fait, je lisais vite. Les fautes d'orthographe, je m'en occupais pas trop quand vraiment elles étaient flagrantes, je les corrigeais. Mais je repérais surtout les paragraphes à modifier et je retourais le paragraphe quand c'était trop court par exemple et je mettais plus long, plus de description. Voilà, je repérais les choses à modifier, mais voilà, je me concentrais sur l'histoire, vraiment. Et je ne modifiais rien. Deuxième relecture, je me concentrais un peu plus sur les fautes d'orthographe, sur les détails. Je faisais 2-3 modifications de syntaxe, de phrases. Et voilà, j'essayais de réécrire quelques paragraphes. Et troisième relecture, normalement, alors je suis pas très sérieuse des fois, je le fais pas tout le temps, mais normalement il faut la faire à voix haute. Mais vraiment, pas en chuchotant, il faut vraiment la lire à haute voix. Et parce que c'est le seul moyen de repérer ce qui va pas, enfin le rythme. Une phrase dont le rythme ne va pas, vous allez le repérer immédiatement si vous le lisez à voix haute. Et donc voilà, je pense que c'est indispensable. Alors au bout de 3 relectures, des fois on en a un peu marre. Vous pouvez plus voir votre roman en peinture. Oui. C'est normal. Voilà. Déjà au bout de la deuxième on commence un peu à se dire au bout de la troisième voilà. Mais c'est une étape indispensable, voilà. Et donc voilà, généralement je fais 3 relectures et plus ensuite le passage sur l'ordinateur où je refais toutes mes corrections sur l'ordinateur et des fois je remodifie encore. Et voilà. Après voilà, 2-3 relectures c'est bien, c'est le minimum. C'est ça. Et après du coup, comme vous ne pourrez plus voir votre roman en peinture, vous allez passer le relais à des bêta lecteurs qui vont être eux du coup de nouveaux lecteurs qui vont vous donner leurs avis sur votre roman. Alors il existe des bêta lecteurs pro et il y a beaucoup de bêta lecteurs qui peuvent être en fait soit vos amis soit vos proches. Prenez bien soin de choisir vos bêta lecteurs, choisissez des gens qui vont être honnêtes envers vous, qui vont pas juste vous dire c'est super parce qu'ils vous aiment bien. Des bêta lecteurs qui ont l'esprit critique et moi je recommande de prendre au moins un bêta lecteur pro qui vous fera vraiment un détail de sa lecture, de ce qu'il a aimé, de ce qu'il n'a pas aimé, de ce qu'il pense qu'il faudrait améliorer. Toi, t'as fait appel à des bêta lecteurs pro ou pas? Ma mère. Notre mère du coup, hein. Mais voilà, je tiens à préciser que voilà, notre mère, quand quelque chose ne lui plaît pas, elle le dit. Voilà, oui. Elle n'est pas du genre, vraiment pas du genre à dire que c'est bien parce qu'on est ses filles donc elle va aimer. Non, non, justement, je crois que c'est une des personnes les plus critiques que je connaisse. Ouais. Et donc voilà, je sais que si ça passe auprès de ma mère, c'est déjà bon signe. D'autant qu'elle n'est pas fan de fantasy et que manque de peau pour elle, c'est ce qu'écrivent ces 2 filles.
T'avais également un deuxième bêta-lecteur, il me semble, en qui tu pouvais vraiment compter sur son avis. Oui, et bien c'est mon fiancé qui lui est un très très grand lecteur, qui lit énormément, et justement énormément de fantastique et de fantasy, et qui est également très critique. Il avait lu, quand il avait lu mes premiers romans à l'époque où on s'était rencontrés, voilà, il m'avait vraiment dit tout ce qui n'allait pas, et je me suis vraiment améliorée grâce à lui parce qu'il a pu me donner beaucoup de conseils. Ouais, donc on vous a dit que des fois les amis proches c'est pas le top parce qu'il faut vraiment être sûr de leur honnêteté. Nous c'est vrai qu'on est entouré par des gens très honnêtes. Et très critique. Voilà, qui n'hésitent pas à nous dire ce qu'il faut en face. Ouais. Donc, mais c'est une qualité. Donc si vous avez des gens comme ça dans votre entourage critique et très honnête, faites-en des bêta-lecteurs parce que il faut quelqu'un d'honnête. Si vous avez un bêta-lecteur qui vous renvoie votre bouquin en vous disant ouais c'était cool, ça sert à rien. Inutile. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez reçu tous les critiques de vos bêta-lecteurs, libre à vous soit d'en tenir compte, soit de ne pas en tenir compte. Sachant qu'il y a peut-être des bêta-lecteurs il y en a un qui va aimer une chose, et cette même chose, l'autre bêta-lecteur ne va pas... J'ai dit quoi ? Ne va pas aimer. Ne va pas l'aimer. Ne va pas l'aimer. On peut pas plaire à tout le monde, voilà. Dans tous les cas. Donc après... ce qui est sûr, c'est que ce livre, il est à vous, c'est vous l'auteur. Donc là, vraiment, prenez le temps d'assimiler toutes les critiques et ça va être à vous de savoir, de faire le choix. Est-ce que oui, je change ou non, je ne change pas. Voilà, je sais que ma mère, des fois, quand elle me mettait des notes, elle me barrait un paragraphe qui pour elle était peut-être trop violent ou qui servait à rien. Mais au final, lors de la correction, c'est moi qui étais devant l'ordinateur. Alors des fois je disais oui, je vais modifier. Et puis au final, voilà, il faut prendre le temps de la réflexion, se demander, ok, elle aime pas ça, mais objectivement, est-ce que ça apporte à l'histoire? Et au final, c'est quand même vous l'auteur, donc si vraiment vous décidez, avec beaucoup de réflexion derrière, de garder quelque chose qu'on vous avait dit d'enlever, gardez-la. Et puis après, bon, s'il y a 10 lecteurs, 10 bêta-lecteurs qui vous disent non, ça fait pas... Ça fait du 100%. Voilà, ça fait du 100%. Voilà, bon, il faut savoir faire des sacrifices. Quand on dit que quelque chose ne va pas, il faut savoir quand même modifier son histoire. Mais il faut aussi quand même savoir garder son histoire et être maître quand même de son histoire et ne pas écouter uniquement les autres, quitte finalement à perdre un petit peu l'histoire qu'on voulait à la base. Et ça montre quand même la franchise de notre maman, hein, qui barrait carrément des paragraphes. Ah oui. Il faut être prêt à encaisser ça. Hein. Quand vous faites appel à des bêta-lecteurs, il faut être prêt mentalement à encaisser les critiques. Hein. Mais des fois, elle mettait des petits cœurs. Oui, normalement, vous avez les deux. Hein. Vous avez les critiques positives et négatives. Hein. Mais il faut être prêt à engranger les négatifs. Et les positifs, prenez-les. Ensuite, donc vous avez passé l'étape des bêta-lecteurs, vous avez corrigé ou pas ce qui plaisait et ce qui plaisait pas. Il va falloir passer à la correction orthographique et de syntaxe, grammaticale. Là aussi, même si vous êtes une experte en orthographe ou un expert en orthographe, moi je conseille de passer par un professionnel, et d'ailleurs je crois que c'est ce que tu avais fait. Oui, c'est même pas un conseil, je pense que c'est vraiment indispensable. Il faut savoir que les maisons d'édition, enfin les grandes maisons d'édition, je crois qu'elles utilisent à peu près 7 correcteurs, 6-7 correcteurs pour un seul roman. Et donc en avoir un, c'est le minimum. Et prendre un correcteur professionnel, bien sûr, il faut toujours prendre du professionnel de toute façon, parce que nous on est en auto-édition, si on veut être crédible, il faut que le travail il soit bien fait, il faut que le travail soit pro, et donc il faut passer par un professionnel. Donc moi j'ai une correctrice qui m'a corrigé tous mes romans. Je pense pas qu'un jour... parce que moi je suis du genre, une fois que j'ai trouvé une personne, je la garde jusqu'au bout. J'ai un illustrateur qui me fait toutes mes couvertures, une correctrice qui me fait toutes mes corrections, et c'est super parce que du coup ça roule tout seul. Une fois que j'ai écrit mon premier jet et que c'est passé par les bêta-lecteurs, je sais que voilà, je l'envoie à ma correctrice, je sais que 3 semaines plus tard c'est corrigé, voilà, ça roule tout seul.
C'est d'autant plus important quand on écrit une saga d'avoir évidemment le même graphiste pour la couverture, on en parlait tout à l'heure, et d'avoir la même correctrice ou le même correcteur. Parce que du coup, il va voir aussi l'évolution de vos personnages, il va voir si dans l'évolution il y a quelque chose qui cloche, s'il y a une amélioration. Donc ça, c'est surtout si vous écrivez une saga, être fidèle à ses prestataires, c'est une bonne chose parce que eux aussi, du coup, verront l'évolution et pourront vous faire des retours là-dessus. Et quand on parle de correcteurs professionnels, on parle de correcteurs qui ont un diplôme de correction. Il ne s'agit pas juste de connaître un professeur de français par exemple et qui se disent oui je corrige, oui il corrige mais la correction d'un roman c'est pas la même chose que la correction d'une dictée, c'est vraiment un métier à part entière, donc je vous conseille vraiment de regarder les diplômes que a votre correcteur, s'il a déjà corrigé des romans, s'il a un petit peu d'expérience, voilà. Ce sont mes conseils. Après c'est pas la vérité absolue, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous avez corrigé votre roman, il est très professionnel, il est très propre. Il va falloir passer maintenant à l'étape de... L'administratif. L'administratif. Le plus chiant. L'administratif. Il va falloir y passer, oui, vous n'avez pas le choix. Donc je te laisse parce que tu l'as fait... moi j'en suis encore à l'écriture de mon premier jet, donc je ne suis pas encore passée à cette étape. Elle y est passée. Combien de fois t'es passée par cette étape administrative? Je compte plus. Voilà. Je crois qu'elle a pas assez de doigts pour les compter. Une quinzaine de fois. Donc je te laisse vraiment la main là-dessus parce que moi je ne me suis pas encore plongée. Ouais, parce que t'as mis oui, d'accord, t'as mis l'administratif, ouais. Avant la couverture. Avant la couverture. Ouais, avant la couverture. Vous pouvez intervertir, hein, c'est pas un ordre. Normalement, ouais, c'est même après la maquette. C'est une fois que le livre est, l'objet du livre est prêt. Bon, l'administratif, en fait, en soi, il n'y a pas grand chose. Il va y avoir surtout le dépôt légal à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Mais avant ça, vous allez en avoir besoin pour faire la 4e de couverture et la maquette. Il va vous falloir un ISBN. Donc pour ça, en fait, le plus simple, c'est de taper ISBN sur Google. Vous embêtez pas. Alors, vous avez un formulaire à remplir. Formulaire très simple, le nom, le prénom, le genre du livre, nombre de pages. Enfin, vous envoyez tout ça à l'adresse indiquée et vous allez recevoir une dizaine d'ISBN pour vos 10 prochains livres. Et cet ISBN là, il est obligatoire, il va falloir le mettre à l'intérieur du livre ou même en 4e de couverture. Voilà, parce que les libraires n'aiment pas du tout les livres qui n'ont pas de numéro ISBN. Voilà, vous pouvez rajouter un code barre aussi, ça fait partie un peu de l'administratif, plus ou moins. Donc voilà, il y a des applications pour générer des codes barres à partir du numéro ISBN. Et le dépôt légal à la BNF, donc c'est l'envoi d'un livre à la Bibliothèque nationale de France. Donc là pareil, vous trouvez tout sur internet ou sur le site directement de la Bibliothèque nationale de France. Et c'est obligatoire, à savoir que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir une amende. Donc on va éviter les frais. C'est le plus gros, ouais, dans l'administratif. C'est voilà, c'est pas grand chose, mais il faut le faire quand même pour chaque livre. Il faut le faire, d'autant plus que ça rend un aspect professionnel à votre livre. Et on parlera beaucoup dans la playlist l'écrivain entrepreneur. L'aspect professionnel est très important. Il ne faut pas que votre livre ressemble à une auto-édité. En fait, il faut qu'on est là. Il ne faut pas qu'on se pose la question de est-ce qu'il est auto-édité ou est-ce qu'il est en édition. Donc c'est vraiment important que votre livre ait un aspect professionnel et le code barre, le numéro ISBN en fait partie même pour être crédible auprès des librairies auxquelles vous allez faire des dépôts-ventes. Ensuite, donc cette étape-là, que vous pouvez mettre à plus tard, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais commencez déjà à y penser. Oui. À savoir qu'il va falloir le faire. Donc il y a la maquette de la couverture. Donc là c'est pareil, vous avez le choix soit de la faire vous, soit de faire appel à un graphiste. Ça va dépendre de votre budget et de votre niveau en graphisme. Quoi qu'il en soit, même si vous la faites vous, sachez que vous ne pouvez pas prendre une image comme ça de Google et de Pinterest, la prendre et la poser sur votre couverture. Il faut soit prendre une image libre de droit, soit acheter l'image. Donc il y a des sites très bien pour ça. On vous montrera tous ces sites auxquels vous pouvez soit prendre des images gratuites, soit acheter des images. On vous les mettra en description pour que vous puissiez y accéder directement. Et ça aussi c'est très important.
si vous faites une saga, c'est important d'avoir une ligne visuelle qui va rester toujours la même durant la saga. Toi, t'avais fait appel à un graphiste. Oui. Alors au début, je prenais des images, j'achetais des images. J'adorais, enfin, j'adore toujours, moi c'est la partie que je préfère, c'est faire la maquette et la couverture. Donc au début je faisais des montages, je prenais des images sur internet, et enfin sur des banques d'images plutôt. Après l'inconvénient c'est que on peut un jour tomber sur un roman ou un auteur qui a choisi de prendre la même image que nous et qui a donc la même couverture que nous. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est l'inconvénient un peu d'acheter des images. Du coup, j'ai rencontré un illustrateur à Paris, au Salon Fantastique de Paris. On s'est très bien trouvé parce que du coup, lui, il cherchait à faire des couvertures de romans fantasy et moi, je cherchais un illustrateur. Et je trouve ça formidable d'avoir un illustrateur parce qu'il a pu rendre vie à mes personnages. Enfin, il fait vraiment des couvertures sur mesure. Et découvrir ces personnages vraiment en illustration, ils prennent vie. Ils prennent vie, vraiment. Et je trouve ça énorme. Et après, il y a quand même tout le travail du titre et du nom d'auteur. Et comme tu disais, il faut garder un aspect visuel qui se suit. Par exemple, moi, mon nom d'auteur, j'utilise tout le temps la même police sur chaque couverture. Et vraiment, même juste rajouter un titre sur une image, c'est vraiment pas votre truc. Il y a des spécialistes de maquettistes pour bouquins qui vous diront, qui vous conseilleront pour que ce soit en gros plus vendeur, que ça attire le regard. Il y a ça aussi si vraiment l'aspect graphique vous donne des boutons. Donc si vous voulez plus d'informations sur comment choisir son graphiste, on peut vous faire une vidéo là-dessus, les différentes étapes et qu'est-ce qui est important dans le choix de son graphiste. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, du coup on vous fera une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, donc c'est pas tout de choisir une belle image pour sa couverture, donc il y a le choix du titre, vous avez également le choix de la tagline à mettre dessus, vous pouvez mettre une tagline ou un commentaire que les bêta lecteurs vous ont dit. Et du coup, vous pouvez le mettre soit sur votre première de couverture, soit sur votre quatrième de couverture, qui va être aussi très importante et sur laquelle il va y avoir différentes informations à donner. Toi, tu mettais quoi sur ta quatrième de couverture? Le résumé. Le résumé. Mais en parlant du résumé, j'ai horreur de faire des résumés. Moi, c'est vraiment la chose que je n'arrive pas à faire. C'est plusieurs fois en plus, on m'a demandé un résumé de mon histoire, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à faire de résumé, c'est horrible. Alors faire la quatrième de couverture, c'est tout le temps laborieux pour moi. Et généralement, je demande à mon fiancé qui a lu le livre de me faire la quatrième, parce que je n'y arrive pas, voilà. C'est une chose que je n'arrive pas à faire, c'est les résumés. Mais bon, après, avec le temps, au bout de 9 romans, j'ai un peu pris le coup, mais je supporte pas faire ça. Mais voilà, bon. Du coup en quatrième il y a le résumé, il y a éventuellement le nom d'auteur aussi. J'en ai parlé tout à l'heure du coup du code barre et du numéro ISBN. Vous pouvez également rajouter si vous avez un site d'auteur. Moi je rajoute le nom de mon illustrateur qui a fait la couverture aussi. C'est la moindre des choses je pense, hein. Si vous avez un illustrateur, de mettre qui a fait votre couverture, ça permet de garder une bonne relation avec lui. Oui. Et ouais, des fois je rajoute une phrase, une tagline, c'est ça, tu appelles ça, ouais. Mais en fait c'est pas vraiment une tagline, c'est une phrase, une question, enfin une phrase d'accroche pour l'histoire qui fait pas partie du résumé, mais voilà, qui est intrigante. Alors moi je la conseillerais en première de couverture. Ouais. Donc comme quoi les avis divergent, c'est pas une science exacte, vous êtes libre. Après, ouais, sur la couverture, tu vois, pour mon avant-dernier roman qui s'appelle Moi, Jaral, je voulais une couverture très soft. J'ai même pas mis le logo de mon entreprise comme nom d'édition, je l'ai même pas mis, j'ai vraiment mis que le titre et mon nom d'auteur. Je voulais qu'il n'y ait aucune information, je voulais vraiment qu'il y ait juste le personnage et faire quelque chose vraiment très très soft. Et du coup, voilà, je ne voyais pas en plus rajouter une tagline. Donc voilà, ça dépend après du style de couverture que vous voulez, si c'est chargé, si c'est plus simple, ça dépend. Et qu'il faut bien gérer du coup après la mise en page entre l'image, le titre, le nom d'auteur, la tagline.
voilà, ça sera à vous après de choisir qu'est-ce que vous voulez mettre le plus en avant. Donc vous avez fini votre maquette, ça y est. Vous avez fait votre première de couverture, vous avez fait votre quatrième de couverture. Et bien avant de le publier, avant de dire qu'il est disponible, on vous conseille très fortement de commander un exemplaire pour vous, juste pour voir si tout va bien. Donc généralement on appelle ça la maquette. C'est l'exemplaire que vous allez recevoir, que vous allez contrôler, que vous allez sentir, que vous allez chérir. Et c'est très important d'imprimer une maquette, notamment pour la couverture. Le rendu est rarement... Non, le rendu n'est jamais pareil en vrai que sur l'ordinateur. Et moi, très souvent, les images... Alors généralement, les images sont plus foncées que sur l'ordinateur. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, moi, c'est tout le temps plus foncé. Le contraste est beaucoup plus apparent en vrai. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important la maquette, ça permet vraiment de voir à quoi va ressembler la couverture. Et généralement, j'ai besoin d'éclaircir encore plus sur l'ordinateur, même si ça fait pas très beau sur l'ordinateur. Il faut passer par la maquette pour voir comment ajuster les couleurs de la couverture. Ça, et puis la mise en page, des fois il peut y avoir des petits problèmes. On sait jamais, un souci au moment de l'envoi de la maquette ou du manuscrit. Enfin, voilà, il peut toujours y avoir un souci et c'est très important cette maquette. Et puis ça se met à la place de vos lecteurs, enfin vous vous mettez à la place de vos lecteurs qui vont recevoir le bouquin, qui vont ouvrir, enfin voilà, ça permet vraiment de se mettre dans la peau du lecteur. Une fois que ça est fait, que votre maquette est nickel, que tout est bon, vous allez pouvoir appuyer sur publier. Vous allez pouvoir publier votre roman. Enfin, ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as appuyé sur le bouton publier pour ton premier roman? Alors, c'était pas un roman. Oui. Alors, en fait, mon tout premier livre, c'était de la poésie. C'était un petit recueil de poèmes de 60 pages. Mais l'effet reste le même. Quand on publie un livre, peu importe le livre, c'est... Et j'étais en train de dormir. Et tu as appuyé sur publier. Je comprends pas. Non, je me souviens... Enfin, quand je l'ai envoyé à ma maison d'auto-édition, c'était pas pareil parce que c'était sur internet, c'était pas pareil. Là où ça m'a vraiment fait de l'effet, c'est quand j'ai reçu ma première maquette, mon premier livre physique. Et donc j'étais jeune, j'avais 18 ans, je sortais tout juste du bac. Et je me souviens, oui voilà, c'est maman qui me l'avait amené parce que je l'avais reçu par colis. Et quand j'ai vu physiquement le livre, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on a accompli quelque chose. Même si vous allez voir que c'était que le début. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, elle est passée de recueil de poésie à dark fantasy. Oui, c'est ça. Mais oui, oui, clairement, la petite Lisa Pradaille a évolué. Et voilà, le fait d'avoir pour la première fois vraiment ceux qui vont publier un livre pour la toute première fois, quand vous allez recevoir votre livre, c'est vraiment comme si vous grimpez une montagne et au moment où vous arrivez au sommet de la montagne, waouh! Et après, vous allez vous apercevoir qu'il y a une chaîne de montagnes encore, C'est ça. encore après, qui va pas encore gravir. Mais voilà, déjà le sentiment d'avoir le livre physique en main pour la toute première fois, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, de très gratifiant aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même de finir un livre. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui commencent un livre mais qui ne finissent pas, qui vont pas au bout de leur projet. Et donc voilà, rien que le fait de finir une histoire et de réussir à publier son premier livre, il faut se dire que c'est quelque chose d'énorme, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc prenez le temps, gratifiez-vous, dites-vous j'ai réussi ça dans ma vie, je l'ai fait. Allez au restaurant, fêtez ça, faites la fête. Vraiment, c'est une réussite déjà d'arriver au bout et de sortir un projet, de sortir un livre, que ça y est, vous êtes arrivé au bout d'un projet. Même s'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver derrière, déjà, félicitez-vous, vous avez réussi quelque chose que pas tout le monde n'a réussi à faire. Donc c'est fini pour cette vidéo sur les différentes étapes pour écrire un roman. Donc j'espère que vous allez arriver au bout. Si vous l'avez déjà fait, félicitations. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo,
abonnez-vous à notre chaîne Les Sœurs Pradey pour d'autres vidéos. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Bisous. Ciao.